je vais commencer tout de suite. Donc déjà bonjour à tous. Pour une session peut-être un petit peu particulière dans le cadre de ce Cloud West, parce que même si on va parler cloud, on va aussi parler beaucoup de développement autour d'un projet, un projet qui est encore un projet, on va dire d'innovation, que j'ai appelé Game Changer, de façon un peu présomptueuse, et qui s'articule autour de GraphQL. Donc peut-être déjà pour vous présenter quelques mots. Donc Bertrand Pidel, moi je suis le directeur technique d'Ypon. Je suis aussi un des associés de la société. Je reste un développeur. J'adore toujours ça. Et puis bon, évidemment, j'ai pris un petit peu le virage cloud à partir du moment où j'ai pu en voir tout le potentiel. Je vais pas vous présenter en détail la société Ypon. J'ai mis dans les slides pour que ça figure après dans le support. On a simplement un stand sur ce Cloud West, donc n'hésitez pas à y passer. J'ai très peu de temps, donc je voudrais donc parler aussi un petit peu de ce projet qui me tient à cœur, puisque c'est un projet, en fait, ça fait 3 ans, on va dire, que je tourne autour du pot, en me disant que le cloud était sans doute quelque chose qui me permettrait énormément de faciliter mes développements d'applications web, notamment des développements d'applications web assez simples. Puisqu'en fait, 90% des applications web, on va faire des opérations d'écriture-lecture assez basiques. C'est un projet qui s'est inspiré d'un des projets phares d'Ypon, qui était JHipster. JHipster, c'est un projet mené par Julien Dubois, avec qui je travaillais à l'époque, et je me souviens des discussions sur la machine à café, sa genèse en 2014, où en fait l'idée c'était de mixer en fait le monde du Java et du JavaScript, faire en sorte qu'on a un environnement un peu intégré entre ces deux mondes-là qui se parlaient pas beaucoup à l'époque. Donc c'est vraiment un environnement qui m'a inspiré, parce qu'il permettait justement de faire très très vite, de mettre en place très très vite une application. Et un petit peu plus tard, j'ai découvert un framework qui était un petit peu aussi un déclic pour moi, c'est le framework Ember, alors qui est malheureusement pas très réputé dans le monde. Tout le monde est passé sur du React, de l'Angular, du Vue et autres. Moi, je reste persuadé que c'est un framework qui est extrêmement structuré, très très architecturé, beaucoup plus architecturé que les autres que j'ai cités. Et son architecture m'a beaucoup inspiré dans la façon de mettre en place ce projet-là. Après ça, dans JHipster, on a introduit un atelier qui s'appelait JDL Studio, qui permettait de définir en fait le modèle métier qu'on manipulait, et puis de créer directement à partir de ce modèle métier finalement une application web. Donc ça aussi, ça a été une source d'inspiration, et j'avais commencé à travailler sur un premier projet en 2019 qui s'appelait eHipster, donc le succès d'année de JHipster, mais complètement JavaScript, et autour d'AWS avec des lambdas, à l'époque du DynamoDB, déjà entièrement serverless. Et puis en parallèle, il y a quand même tout ce qui est arrivé autour de GraphQL qui commençait à me parler. eHipster était un framework totalement inspiré de REST, et GraphQL a un peu bouleversé certains de mes points de vue, en étant beaucoup plus orienté sur ce que cherche à faire une application web. En parallèle, AWS a sorti, je crois que c'est fin 2018, une première base de données relationnelle serverless. Et ça a été un petit peu le déclic pour démarrer vraiment Game Changer. Donc ça, c'est un peu le cheminement, c'est pour montrer un petit peu comment se construit ce projet, qui est encore un projet en construction. On va pas parler de quelque chose de terminé, mais si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce qu'à mon avis, il peut déjà en inspirer certains, et il peut déjà être en partie utilisé. Voilà, ça peut être déjà une première base. Alors j'ai beaucoup parlé de GraphQL, je vais pas en faire une présentation, j'ai pas le temps de faire une présentation exhaustive de GraphQL, mais GraphQL, c'est la page des specs que j'ai montré en haut, c'est déjà 3 points, c'est description de données, requête qui définissent exactement ce qu'on recherche, et puis derrière, des résultats qui sont conformes à ce qu'on a recherché, aussi bien si c'est des erreurs d'ailleurs, parce qu'on va avoir une description d'erreurs déjà encapsulée par la spec. Donc on a vraiment ce qu'on recherche. Donc c'est ce qu'on appelle la description des données, c'est ce qu'on appelle le SDL. On va décrire les objets, leurs différents champs. Alors ces champs pouvant être ce qu'on appelle des scalars ou des relations, et des contrats entre le client et le serveur. Et ces contrats, ça va être soit des queries, donc des requêtes. Voilà, je recherche des projets,
de tel identifiant ou avec qui ont tel nom, etc. Des mutations qui vont être en fait des opérations généralement de modification de ce modèle et des souscriptions. Ça, on n'en parlera pas après parce que pour l'instant, les souscriptions, on l'a laissé en dehors du scope de GameChanger. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les queries, elles présentent exactement à la fois les paramètres qu'on veut passer à la query et les résultats qu'on veut récupérer. Et ces queries, en fait, vont pouvoir explorer des graphes d'objets. Donc, on va pouvoir, en une seule requête, contrairement à REST, récupérer un graphe complet d'objets. Et ça, évidemment, ça limite énormément la bande passante utilisée et même le nombre d'appels. Donc, dans une architecture classique, en fait, on a web classique, on a un client. Alors, quelle que soit la techno, parce qu'à l'origine, GraphQL, c'est une techno Facebook. Ça date de 2012, je crois, côté Facebook, mais ça a été publié en 2015. Réalisé, ça ne dépend plus de Facebook maintenant. Donc, dit Facebook, on pense souvent React, mais GraphQL n'est pas du tout lié à React, c'est une des possibilités. Et derrière, on peut coller, alors j'ai mis les 4 frameworks classiques, mais on peut en avoir d'autres, du Svelte ou autre, n'importe. Et puis derrière, une partie serveur qui elle-même va pouvoir appeler des services en GraphQL ou directement travailler sur une base de données. Alors, le côté serverless là-dedans, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Ici, l'intérêt, le point de vue initial, c'est de se dire finalement, je vais développer une application web relativement simple, des opérations crudes. Par contre, je veux pas avoir à m'occuper de l'hébergement. Moi, je veux faire mon dev, mais après, si je veux exposer cette application, que ce soit en pur développement, mais même en production, voilà, faut que ça suive. Et ça, pour ça, le serverless, il est juste génial parce que derrière, on n'a pas de gestion de serveur. Alors évidemment, il y a des serveurs. On n'a pas de problématique de montée à l'échelle. Le coût, généralement, quand on fait du dev, on va très peu consommer. Si on s'alloue une base de données RDS classique, ça va quand même coûter un bras mensuellement. Là, ça va coûter plus cher si on l'utilise à fond, mais généralement, on va pas l'utiliser beaucoup. On va l'utiliser très très ponctuellement. Voilà. Donc c'est vraiment un framework dont le point de vue, c'est de faciliter la vie du développeur d'applications web. C'est aussi bête que ça. Alors, j'ai commencé très vite parce qu'en fait, on va faire je vais lancer une petite démo avec le premier outil qui est fourni par Game Changer, c'est l'éditeur de schéma. Donc en fait, j'ai mis quelques remerciements là-dedans parce que bon, c'est un outil qui est relativement impressionnant quand on regarde, mais en fait, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on s'est servi de projets existants. On s'est notamment servi de GraphQL et alors j'ai jamais su comment on prononçait, NomOML, donc qui est la partie représentation du modèle, la partie graphique. On a juste mixé en fait ces deux environnements, rajouté donc la visualisation du modèle GraphQL et puis l'export du script qu'on va générer. Donc là, par exemple, on a un modèle très simple avec des employés qui ont je vais en prendre un autre, j'en ai préparé un autre ici, donc un modèle hyper simple qui est de dire, voilà, j'ai des films, il y a des acteurs dedans et un film, il dépend d'un studio. Donc on voit en fait la notation GraphQL, c'est de dire, j'ai un identifiant, le film a forcément un titre. Alors j'aurais pu mettre point d'exclamation pour imposer le fait que le titre soit présent. Je l'ai pas fait là. Bon, on peut très bien le faire. Il a forcément un studio, par contre. Il va forcément lier à un autre studio. Et puis il y a des relations. Donc là, c'est un ensemble des acteurs. Ils vont figurer dans un ensemble de films et des films vont faire figurer un ensemble d'acteurs. Voilà. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un script. Alors actuellement, les deux seules technos, enfin la seule techno qui est supportée par l'atelier, c'est React. En fait, pour l'instant, on travaille sur React et Ember. Dans le futur, on travaillera sûrement sur Angular et sur Vue.js. Et puis, on peut inclure des données de test. Je vais pas le faire pour voilà. Et là, en fait, simplement, je vais télécharger un script. Alors, c'est petit, mais je vais mettre peut-être plus gros. J'ai un répertoire vide là. Et donc, je vais aller rechercher mon script. Vous arrivez à lire, c'est bon, je regardais peut-être les commentaires. Hop, très bien, c'est bon. Non, si j'oublie le point, ça va pas aller.
Et puis bon, là, je vais juste faire un chmod pour pouvoir exécuter mon script. Alors, évidemment, ce script, il commence par vérifier qu'on a un certain nombre d'outils installés localement. Ces outils, c'est Yeoman, Terraform, c'est des choses assez classiques. Là, je les ai installés. Si on les a pas installés, de toute façon, il va. Alors, j'ai deux écueils. Je vous le dis tout de suite. Un, bon bah voilà, on est en bêta, donc peut-être que ça marchera pas. On n'est même pas en bêta, hein, on est vraiment en plein travail. Et puis l'autre aspect, c'est que bah, le script, il prend quand même un certain temps. Il se déroule tout seul. Donc j'espère que la durée de la présentation sera suffisante. Donc pendant qu'il se déroule, je vais vous expliquer un petit peu enfin, ce qui se cache derrière. Donc une application web, bah, c'est simple, hein, c'est un frontal moderne. Donc j'en ai parlé, du React, de l'Ember, qui travaillent généralement, tous travaillent à peu près sur le même modèle, hein, c'est-à-dire avec des vues qui mettent à jour, enfin qui s'appuient sur des templates et qui s'appuient sur un modèle. Et le modèle, quand on le met à jour, bah, il va mettre à jour son storage, alors, parfois par des appels serveurs, et puis ça va changer le DOM, alors, virtual DOM ou pas, etc. Enfin, c'est tous ces aspects-là. Et de l'autre côté, finalement, ce frontal, il communique avec des services, hein, des services qui sont servis par une API. Et cette API bah, va faire soit des opérations CRUD, soit d'autres opérations. Dans le cadre de Game Changer, dans l'immédiat, on s'intéresse qu'aux opérations CRUD. C'est-à-dire que libre ensuite au développeur qui va récupérer l'application, hein, c'est un outil de scaffolding, ça va démarrer l'application, de pouvoir ajouter ces autres opérations. Par défaut, on va lui offrir un certain nombre d'opérations. Donc, en termes d'AWS, pour l'instant, on travaille avec AWS aussi, hein, c'est un autre point. Euh, il y a des outils qui sont très pratiques parce que bah, la partie site web, de façon native, on peut très bien l'héberger sur du S3, l'exposer par l'intermédiaire d'un CloudFront, c'est très simple. Et puis de l'autre côté, bah, un serveur d'API qui fait que de l'opération CRUD, il va très bien pouvoir se placer sur l'API Gateway, qui va derrière taper dans du lambda elle-même exploitant du RDS. Alors, du RDS serverless, hein, dans l'autre cas, donc de l'Aurora Postgres. Alors, le Game Changer va être formé de deux parties. Alors, deux parties qu'on n'est pas obligé d'utiliser ensemble, mais évidemment, c'est le conseil qu'on peut donner. C'est la partie web et la partie serveur. La partie serveur, ce sera un serveur GraphQL. Pour ça, il en existe plein d'autres, hein. Bon, nous, on a fait le nôtre, enfin, on est en train de construire le nôtre. Qui s'appuie, alors par contre, il y a cette particularité de s'appuyer sur l'Aurora Serverless, sur du Postgres, alors aussi parce que derrière, dans la tête, on a l'envie de proposer des scalars qui vont être des scalars géographiques, ce que fait très bien Postgres, et qui implémente un certain nombre de queries et de mutations par rapport aux objets qui sont présents dans le modèle. Donc, on va avoir des opérations de query bah, de liste de tous les objets avec de la pagination, et puis d'un objet donné en fonction de son need. Ça va être juste à peu près ça qui va être proposé par défaut. Et d'autre côté, bah, le create, l'update et le delete. Ce qu'on a fait aussi, c'est que on a sécurisé l'accès au point d'entrée à l'API Gateway au travers de Cognito. Et derrière, en fait, le back, la génération du back ne va pas se contenter de générer le code. Derrière, c'est du JavaScript, hein, le code Node.js, et le schéma de base, etc. Il va aussi générer tout le Terraform qui va permettre de construire l'infrastructure. Sur la partie front, le travail est un petit peu plus complet, on va dire, c'est beaucoup plus original. C'est pareil, hein, le front, on va le scaffolder, hein, donner juste un premier, évidemment, hein, c'est un truc assez frustre, hein, avec une home page qui présente le schéma qu'on a utilisé, quelques commandes complémentaires qu'on pourra aller voir. Et puis ensuite, pour chaque type de données, on va avoir une page qui va permettre de faire des opérations CRUD. C'est exactement la philosophie d'un Gipster pour ceux qui connaissent. C'est le même principe. La grosse différence, et d'ailleurs c'est même un truc en fait, c'est un des développements que j'avais fait pour Hipster qui a inspiré Gipster, c'est le fait de proposer un mode de fonctionnement avec des données de test basées sur Mirage et Faker. Donc en fait, le développeur, en fait, il n'est pas obligé de travailler en mode cloud. Il peut très bien travailler complètement sur sa machine en interceptant finalement les appels à l'API Gateway et en fournissant des données qui sont moquées.
par l'intermédiaire de cette librairie qui s'appelle Mirage, qui est vraiment un truc assez génial. Et pareil, le générateur, il va générer cette appli web intégralement, donc toutes les pages, les composants, et le Terraform qui va être lié aussi à l'hébergement de cette plateforme. Le projet lui-même, il est disponible sur le GitHub, sur un GitHub, donc public, hein. Il est principalement, tous les projets sont principalement basés sur du Yeoman. Donc on a un premier projet qui est le générateur de la partie serveur GraphQL, donc qui produit le code JavaScript de Lambda, qui produit le Terraform de l'infra. On a un éditeur par techno front, donc pour l'instant React et Ember. Alors les notations sont pas exactement les mêmes parce que ça répond à des besoins de chaque framework, hein. Chez Ember, les générateurs s'appellent add-on-ember. Et puis après, on a quelques projets satellites. Donc le fameux éditeur là que vous avez pu voir, donc qui est complètement inspiré de GraphQL, donc on a appelé GraphQL Game Changer. Et puis petite librairie de parsing, EasyGraphQL, EasyGraphQL Parser. Pareil, en fait, on a dû faire quelques modifications dedans, simplement parce qu'elle supportait pas une fonctionnalité pourtant bien pratique de l'aspect GraphQL qui s'appelle les directives, donc qui permet de rajouter de la sémantique dans les schémas finalement. Et donc cette librairie par défaut ne supportait pas les directives, donc on l'a enrichi. On a essayé d'abord de contacter les auteurs, on n'a pas eu de réponse, donc on a récupéré le projet, mais on espère bien finalement contribuer directement à ce projet-là. Alors, on va aller voir où ça en est. Alors si déjà ça s'est poursuivi, parce que je croise toujours les doigts, hein. Malheureusement, vous voyez, c'est toujours en cours d'exécution. Simplement, alors, si je peux remonter un petit peu, donc ce qui prend pas mal de temps là-dedans, c'est que déjà on va créer toutes les ressources AWS côté serveur, et la création de la base RDS prend entre 2 et 3 minutes. C'est à peu près ça. Ensuite, ce qui prend pas mal de temps aussi, c'est, alors ça, je pense que ceux qui ont fait du dev React le savent, c'est alors déjà là on en est toujours à la plateforme front, mais pour le plateforme, ça prend pas mal de temps aussi. Et puis il nous restera encore le build React qui est assez long aussi. Donc déjà, je vais vous demander si vous avez des questions, on peut faire un premier round de questions. Sinon, je vais poursuivre avant de venir à la démo sur les quelques limitations et l'état d'avancement du projet. Alors déjà, faut bien penser que c'est un projet complètement in progress, hein. Il y a 2-3 jours, la démo n'aurait pas été aussi, enfin, on avait un peu tout cassé. C'est-à-dire que on est parfois, ouais, on fait des modifications qui sont parfois un peu violentes. On couvre encore finalement assez peu de choses de la grammaire GraphQL, puisqu'il y a des choses qui sont, on a les types qu'on a vus, mais on a ce qu'on appelle des enums, des interfaces, des unions. Alors, les interfaces, c'est de l'héritage, en gros, des fragments, des inputs. La gestion de droit, on se base sur Cognito, mais en gros, c'est juste de l'authentification. On va pas beaucoup plus loin. On espère aller un peu plus loin bientôt. On sait aussi que notre modèle relationnel, pour l'instant, il est encore perfectible. Donc là-dessus, on est en plein travail. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire actuellement. En termes de limitation structurelle, il y a une grosse limitation, ça il faut le savoir, c'est qu'on est sur du RDS serverless. Et le RDS serverless, c'est génial, mais ça peut les temps de réponse sont très très variables. Notamment la première requête, ça peut être une catastrophe. C'est normalement un sujet qui est adressé par AWS dans la version 2. Donc je pense que peut-être bientôt on n'aura plus ce sujet-là en tête. Mais pour un système qui se voudrait en production, évidemment, c'est très très limitant. Et puis derrière, voilà, on a beaucoup de chantiers en cours, hein, donc une revue complète du support relationnel parce qu'on n'est pas très satisfait de la façon dont on a implémenté. Des nouveaux scalars. Scalars, c'est des types de données. Donc on en a implémenté un certain nombre, je sais pas, des couleurs, des IP, des choses de ce niveau-là. On est en train
voilà, on pourrait rajouter encore des types géographiques, parce que je pense que ce sera un vrai plus de pouvoir directement avoir des modèles avec des types géographiques et pouvoir les éditer en modèle crude. Euh, on est en train de rajouter pas mal de directives. Donc, par exemple, sur l'authentification, dire tel objet n'est accessible que par tel profil. Ou voire même un peu plus de dire le movie dont j'ai parlé tout à l'heure, je peux faire des opérations de lecture, mais l'effacement n'est que pour tel profil ou pour pour le créateur, voilà, ce genre de choses. On va supporter sans doute Angular et Vue.js prochainement. Et puis l'idée aussi, c'est de pas avoir forcément quelque chose qui soit uniquement AWS, puisque derrière, finalement, on serait capable de faire les choses aussi sur de l'Azure ou sur du GCP. Je vais revenir. Alors, on va voir s'il a fini, parce que là, ça devrait plus être loin. Je l'ai dit, c'est à peu près 13 minutes. Hein. Ah, pas tout à fait. Donc, je prends les questions pendant que React travaille. Ou si vous voulez, ben on va pas je vais tricher un peu. Je vais vous montrer un truc. C'est pas celui que j'ai, c'est pas celui que je viens de créer. Bon. Ça, c'est le modèle d'application tel qu'il est créé. Donc, on voit que je peux avoir donc mes, mes modèles, etc. Si je veux passer dans d'autres onglets, alors là, ouais, j'aurais pas dû faire comme ça parce qu'en fait, je m'étais logué. Donc là, voilà, je peux pas me connecter parce que j'ai pas accès. Là, je vais me connecter, je passe sur du Cognito. Et là, je vais pouvoir aller chercher. Alors, vous voyez, typiquement, là, je réveille la base et ça peut être très très long. Ça peut être très très long, enfin très très long. Généralement, c'est une bonne dizaine de secondes. Alors là, j'avais déjà créé une donnée avec l'atelier. Hein. Voilà. Donc j'ai mes objets. Bah, je peux voilà, si je mets Disney, voilà, j'ai créé et je peux aller voir ma base. Alors je vais peut-être pas y aller, mais voilà, je pourrais aller faire un query editor sur mes données, aller vérifier que je les ai bien créées. Je vais pas le faire en live parce que c'est pas hyper pratique avec l'éditeur d'AWS. Et voilà. Euh, je peux bien sûr également faire les autres opérations d'effacement ou aller voir d'autres objets dans mon modèle. Voilà. Donc là, j'avais créé deux acteurs. Je peux en effacer un. Si je veux effacer Joe, voilà. J'ai toute l'interface crude. J'ai aussi quelques outils. Alors ça, c'est des commandes complémentaires qui me permettent de manipuler un petit peu ma base, hein, puisque la base, en fait, elle est pas exposée. La base RDS, elle n'est pas exposée sur le web. Il faut soit avoir une machine, un EC2 quelque part avec un Beaver ou un éditeur SQL pour pouvoir y accéder. Ici, en fait, on passe directement par la lambda. La lambda a un certain nombre de commandes qui essaie d'utiliser pour remplir des tables avec des données de test, pour les effacer, les dropper, etc. Alors, je vais y revenir. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, c'est fini et je vais m'ouvrir une fenêtre en navigation privée. Je vais me chercher mon. Voilà. Donc là, on retrouve la nouvelle application, celle que je viens de créer. Hein. Donc c'est la même. Hein, c'était et pareil avec donc là du coup il me dit que je suis pas connecté, je peux me connecter et ainsi de suite. Voilà. Je vais pas me refaire le cycle, c'est la même chose. Alors je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble derrière en termes de. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Le shell, c'est toujours le truc un peu. Euh, Toc. Donc en fait, je vais retrouver ici, dans mon répertoire où j'ai lancé mon générateur, le projet back, donc avec dedans le code de ma lambda. Hein. Là, c'est le point d'entrée de ma lambda.
Tout ce qui est Terraform pour créer l'environnement, pour le README qui va bien également. Et puis sur le répertoire front, voilà, la même chose, le Terraform qui me permet de créer mes ressources web, ainsi que tout le code que je peux, qui est à ma main. Enfin, après, hein, je vais aller dans SRC et je vais trouver toute mon application React, que je suis libre d'éditer après. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas. Je crois que je vous avais tout présenté, si ce n'est que je vais quand même revenir parce que j'ai quand même maintenant un très beau logo qui date maintenant d'une petite semaine. Et donc, je remercie Thomas Huy Dupont pour le travail qu'il a fait là-dessus. Pas de questions? J'ai été très très rapide. Je suis désolé. Non, vraiment personne. Je sais pas, peut-être d'ailleurs c'est un sujet qui est plus un sujet de développement hein, que le cloud. Vous avez pu m'en remarquer, hein, puisque le cloud est vraiment un support derrière, mais il va être relativement masqué pour le développeur. C'est vraiment le but, c'est que derrière, le développeur se préoccupe pas trop de. Il connaît sa spec GraphQL, il sait coder autour de cette spec GraphQL pour faire des resolvers notamment, hein, parce que c'est le grand principe de GraphQL. Et puis derrière, bah, il fait son appli web en React classiquement. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais devoir laisser la place. Je pense qu'il y a la prochaine conférence dans 3 minutes, si je ne me trompe pas. Bertrand, Bertrand. Ouais, il n'y a pas de mal. Ok, au revoir.